Dans l'histoire de la monarchie britannique, certaines annonces ne se mesurent pas seulement à la précision de leurs mots, mais à la secousse silencieuse qu'elles provoquent derrière les murs du palais. Ce qui devait, selon le récit rapporté, n'être qu'un ajustement institutionnel presque ordinaire, se serait transformé en un moment de bascule. Le roi Charles aurait placé Catherine, princesse de Galles, au centre du futur monarchique, non comme une simple épouse appelée à accompagner William, mais comme l'un des piliers émotionnels et symboliques du prochain règne. À première vue, rien ne semblait annoncer une telle onde de choc. Buckingham Palace connaît ses cérémonies codifiées, ses discours calibrés, ses phrases diplomatiques où chaque adjectif est pesé, chaque silence interprété. Dans cet univers, la prudence est une règle de survie. La monarchie ne parle jamais trop vite, car une parole royale peut devenir une direction politique, familiale ou historique. Pourtant, d'après la scène décrite, Charles aurait franchi une limite rarement visible. Il n'aurait pas seulement confirmé une évidence dynastique, il aurait donné une forme émotionnelle au futur. Le cœur de cette annonce repose sur une idée simple, mais lourde de conséquences. Catherine ne serait plus seulement la femme qui, un jour, se tiendra aux côtés du roi William. Elle deviendrait dès maintenant une figure préparée, observée, consultée et progressivement intégrée au centre de gravité de la couronne. Ce déplacement est capital. Dans une monarchie constitutionnelle, le pouvoir réel ne se manifeste pas uniquement par des lois ou des titres. Il circule dans les agendas, les audiences, les briefings, la visibilité publique, l'accès aux dossiers sensibles et la confiance accordée par le souverain. C'est précisément là que le récit prend une dimension politique. Charles, en prononçant ces mots, n'aurait pas seulement rendu hommage à sa belle-fille. Il aurait reconnu que son propre règne s'inscrit déjà dans une transition. Or, pour un roi, admettre la transition, c'est accepter que l'histoire regarde déjà au-delà de lui. Cette vérité est délicate, presque cruelle. Un règne n'est jamais seulement un présent, il est aussi le couloir par lequel passe le règne suivant. Charles, selon cette lecture, aurait choisi de ne pas repousser cette évidence. Catherine apparaît alors comme une réponse à une inquiétude plus profonde, celle de la confiance publique. La monarchie britannique ne survit pas uniquement parce qu'elle existe. Elle survit parce qu'une partie du pays continue de vouloir croire à sa stabilité, à sa dignité, à sa capacité de représenter quelque chose au-dessus des divisions ordinaires. Dans cette architecture fragile, Catherine incarne une forme de continuité douce, discrète, disciplinée, rarement agressive dans sa communication, attentive à l'image familiale, capable de susciter l'adhésion sans paraître la réclamer. Le texte met ainsi en scène une Catherine presque immobile au moment où les mots du roi la désignent. Ce détail est révélateur. Dans le langage royal, l'immobilité est souvent plus éloquente que la parole. Ne pas réagir, c'est montrer que l'on comprend le poids de l'instant. Ne pas sourire trop largement, c'est éviter de donner l'impression d'une victoire personnelle. Ne pas chercher la lumière, c'est précisément ce qui justifie, aux yeux du récit, qu'elle puisse la recevoir. Mais cette élévation symbolique crée immédiatement une tension. Car reconnaître Catherine comme l'avenir émotionnel de la monarchie revient aussi à déplacer l'attention de Camilla. La reine consort, dans cette narration, ne perd rien juridiquement. Son titre demeure, son rôle reste officiel, sa place auprès de Charles n'est pas effacée. Pourtant, la monarchie fonctionne aussi par perception. Et la perception, parfois, blesse plus fortement que les décisions formelles. Camilla aurait compris que le centre de la scène venait de bouger. Ce n'est pas une destitution,
mais une marginalisation progressive dans l'imaginaire public. Depuis des décennies, elle porte une histoire complexe, faite de rejet, de réhabilitation, d'acceptation partielle et de comparaison permanente. La voir confrontée à une nouvelle figure féminine, plus jeune, plus populaire, plus directement associée à l'avenir, réactive une douleur ancienne, celle de devoir encore prouver sa légitimité alors même qu'elle est déjà reine. Le génie dramatique de ce récit vient de cette confrontation entre deux temporalités. Charles et Camilla appartiennent au présent du règne. William et Catherine appartiennent à son lendemain. Or, dans une monarchie, le lendemain ne doit jamais paraître trop pressé. S'il arrive trop tôt, il humilie le présent. S'il arrive trop tard, il fragilise l'avenir. Charles se retrouverait donc face à un dilemme presque insoluble. Protéger la sensibilité de Camilla ou sécuriser la préparation de Catherine. Cette déclaration, telle qu'elle est racontée, n'est donc pas un simple hommage. Elle est une opération de continuité monarchique. Charles aurait compris que le public ne veut pas seulement savoir qui héritera du trône. Il veut savoir si ceux qui l'hériteront sont prêts. Dans un monde où les institutions sont contestées, où les familles royales sont scrutées comme des personnages de feuilleton, où chaque absence devient une rumeur et chaque geste une interprétation, la préparation n'est plus un luxe. Elle devient une nécessité stratégique. C'est ici que l'analyse journalistique doit dépasser la surface. La monarchie britannique a toujours reposé sur une tension entre mystère et visibilité. Elle doit rester suffisamment distante pour conserver son aura, mais suffisamment proche pour ne pas paraître inutile. Catherine, dans ce récit, représente cet équilibre. Elle n'est pas décrite comme une femme cherchant à conquérir une place. Elle est décrite comme quelqu'un à qui la place vient précisément parce qu'elle ne semble pas la convoiter. Cette absence d'ambition apparente devient un argument politique. Dans les monarchies modernes, la popularité brute peut être dangereuse si elle paraît personnelle. La force de Catherine, selon le texte, serait d'inspirer confiance, sans donner l'impression de construire un pouvoir contre quelqu'un. Elle ne serait pas l'anti-Camilla. Elle serait la continuité après Camilla. Mais dans la mécanique émotionnelle d'une famille royale, cette nuance ne suffit pas toujours à empêcher la douleur. L'annonce de Charles aurait ainsi ouvert 3 fronts. Le premier est institutionnel. Comment préparer officiellement Catherine sans donner l'impression que le règne actuel est déjà dépassé? Le deuxième est familial. Comment préserver l'unité entre Charles, Camilla, William et Catherine alors que leur rôle ne progresse pas au même rythme? Le troisième est public. Comment montrer la succession sans transformer la monarchie en compétition entre 2 femmes d'auteur? Le récit révèle donc une monarchie à la fois forte et vulnérable. Forte parce qu'elle organise son avenir. Vulnérable parce que cet avenir a un coût humain. Le palais peut contrôler les mots d'un communiqué, mais il ne contrôle pas entièrement les émotions qu'il déclenche. Et c'est précisément dans cet espace, entre protocole et blessure intime, que Catherine entre véritablement dans l'histoire du récit. Non comme une héroïne triomphante, mais comme une femme à qui l'on demande soudain d'incarner l'avenir, sans écraser le présent. La force du récit consacré à Catherine réside dans un paradoxe. Plus elle est élevée, plus elle semble inquiète. Cette inquiétude est essentielle, car elle empêche l'histoire de devenir une simple célébration. L'annonce royale ne lui apporte pas seulement une reconnaissance. Elle lui impose une attente nationale. À partir du moment où Charles la désigne comme une figure centrale
du futur règne, chaque détail de sa vie devient plus lourd. Sa santé, son emploi du temps, son mariage, son rôle de mère, ses silences, ses absences et même ses gestes les plus ordinaires. Dans la monarchie britannique, devenir reine ne signifie pas seulement recevoir un titre. Cela signifie accepter une disparition partielle de soi. La personne privée ne disparaît jamais complètement, mais elle doit apprendre à vivre derrière la fonction. Le texte insiste sur cette réalité. Catherine comprend que l'annonce ne lui offre pas une liberté nouvelle. Elle resserre au contraire l'espace autour d'elle. Ce qui était auparavant une trajectoire probable devient une mission active. Ce qui appartenait à l'avenir devient une obligation immédiate. Le passage où Catherine se retrouve avec William après l'annonce est l'un des plus révélateurs. William, héritier formé depuis l'enfance à la logique implacable du trône, sait mieux que quiconque ce que la couronne peut exiger. Il a vu la fonction absorber des existences, transformer les tensions familiales en débat public, faire d'un chagrin intime un événement national. Sa réaction n'est donc pas seulement celle d'un mari fier, c'est celle d'un homme inquiet de voir la femme qu'il aime aspirer plus profondément dans une machine qu'il connaît trop bien. Catherine, de son côté, n'est pas présentée comme une victime passive. Elle comprend l'honneur qui lui est fait. Elle mesure la confiance de Charles, mais elle refuse de confondre confiance et légèreté. Être choisi parce que l'on inspire la stabilité n'efface pas le prix de cette stabilité. La monarchie demande de la constance, mais la constance peut devenir une prison si elle interdit la fatigue, la vulnérabilité ou le doute. Cette dimension humaine donne au récit sa portée la plus intéressante. Catherine n'est pas seulement analysée comme une future reine. Elle est observée comme une femme confrontée à une image publique presque trop parfaite. Le danger, pour elle, n'est pas seulement d'être critiquée, c'est aussi d'être idéalisée. Lorsque le public commence à croire qu'une figure royale ne peut pas faillir, il transforme son affection en pression. L'admiration devient alors une autre forme d'exigence. Le récit rappelle que Catherine aurait gagné la confiance du public, non par des déclarations spectaculaires, mais par une construction lente. Son parcours royal, tel qu'il est raconté, repose sur la patience, la discipline, le refus de l'excès médiatique et une capacité à se tenir dans le rôle sans paraître en abuser. Cette stratégie de discrétion a longtemps été sa protection, mais elle devient maintenant la raison même pour laquelle davantage de responsabilités lui sont confiées. C'est là que se situe le piège. Une institution peut récompenser la retenue en demandant encore plus à ceux qui ne se plaignent jamais. Catherine, dans ce récit, comprend que son silence a été interprété comme une force. Mais une force silencieuse peut être exploitée si personne ne veille à ses limites. William exprime précisément cette crainte lors de la scène de Windsor. Il ne remet pas en cause son courage. Il redoute que le palais transforme ce courage en ressources inépuisables. La réunion familiale décrite au château de Windsor agit comme un point de bascule. Face à une crise d'agenda liée à un engagement national sensible, Catherine aurait proposé de prendre la responsabilité que d'autres refusaient. Ce geste est présenté comme la preuve de son instinct monarchique. Être présente quand l'absence deviendrait politiquement et moralement dommageable. Elle comprend que le service royal ne se limite pas aux cérémonies agréables. Il se mesure surtout dans les moments d'inconfort. La phrase centrale de cette scène pourrait se résumer ainsi.
Une monarchie qui demande la fidélité du peuple ne peut pas disparaître lorsque le peuple a besoin d'être honoré. Catherine y formule une vision du devoir fondé non sur le prestige, mais sur la présence. Dans une monarchie constitutionnelle moderne, cette présence est l'un des rares pouvoirs encore pleinement visibles de la couronne. Le souverain ne gouverne pas, mais il rassemble. Il ne décide pas des politiques publiques, mais il incarne la continuité dans les moments de deuil, de commémoration ou de crise. Charles aurait alors reconnu en Catherine une qualité rare, le courage sans ambition. Cette formule est décisive. Le récit ne la présente pas comme quelqu'un qui veut prendre la place des autres, mais comme quelqu'un qui accepte une responsabilité parce que l'institution en a besoin. C'est cette distinction qui convaincrait le roi d'accélérer sa préparation. À ses yeux, Catherine aurait déjà commencé à agir comme une reine, non parce qu'elle exige une autorité, mais parce qu'elle accepte la charge avant les applaudissements. Pourtant, cette préparation reste profondément ambiguë. Les dossiers confidentiels, les briefings directs, les notes sur les engagements diplomatiques et les responsabilités constitutionnelles ne sont pas de simples outils de formation. Ils modifient la position réelle de Catherine au sein de l'appareil royal. Recevoir l'information plus tôt, être associé aux décisions de représentation, figurer dans les scénarios d'urgence, tout cela crée du pouvoir, même si ce pouvoir ne porte pas encore de couronne. Catherine semble le comprendre. Elle rappelle aux conseillers que Charles et Camilla restent le roi et la reine en exercice. Cette remarque est importante, car elle montre une conscience aiguë du danger symbolique. Une transition mal conduite peut donner l'impression d'un effacement. Or, une monarchie ne peut pas se permettre de paraître ingrate envers ceux qui incarnent encore le présent. Catherine cherche donc à accepter l'avenir, sans insulter le règne actuel. Mais cette prudence ne suffit pas à protéger toutes les sensibilités. Lorsque son nom apparaît aux côtés de Camilla pour un événement diplomatique majeur, la préparation devient visible. Et lorsque la préparation devient visible, elle cesse d'être neutre. Elle entre dans l'espace public où tout peut être comparé. Les gestes, les sourires, les positions dans la salle, l'ordre d'arrivée, la façon dont les invités regardent l'une ou l'autre. Catherine se retrouve alors placée au cœur d'une contradiction presque impossible. Si elle refuse certaines responsabilités, elle peut sembler fragile ou réticente. Si elle les accepte, elle peut sembler impatiente ou menaçante pour Camilla. Le récit montre qu'elle comprend cette mécanique et tente de la désamorcer par une décision simple. Parler directement à Camilla, sans passer par les conseillers, sans laisser les silences devenir une guerre froide. Cette initiative révèle une autre dimension de son futur rôle. Être reine ne consiste pas seulement à apparaître lors des cérémonies. C'est aussi gérer les tensions invisibles, absorber les conflits avant qu'ils ne deviennent des crises, maintenir la dignité d'une institution où les blessures personnelles peuvent rapidement prendre une ampleur nationale. Catherine ne cherche pas seulement à être acceptée par le peuple, elle cherche à éviter que son ascension ne fracture la famille qui doit porter la couronne. Le chapitre consacré à Catherine est donc celui d'un apprentissage douloureux. Elle ne refuse pas l'histoire, mais elle refuse d'y entrer comme une figure froide. Elle veut préserver ce qui fait sa légitimité. La famille, la compassion, l'humilité, l'endurance. Son futur rôle ne peut pas être construit uniquement sur le protocole. Il doit être enraciné dans une forme d'humanité visible. C'est cette humanité qui, dans le récit, la distingue et la rend crédible.
Catherine devient ainsi le miroir d'une monarchie qui cherche à survivre au XXIe siècle. Elle doit être traditionnelle sans paraître figée, moderne sans paraître opportuniste, proche du public sans perdre la distance nécessaire au symbole. Ce n'est pas une équation simple, mais le récit affirme que si Catherine est choisie, c'est parce qu'elle semble comprendre que le pouvoir royal le plus durable n'est pas celui qui domine, c'est celui qui rassure. Si Catherine représente l'avenir, Camilla incarne dans ce récit la complexité du présent. Son rôle est, souvent, le plus difficile à analyser, car il se situe au croisement de la loyauté, de la mémoire publique et de la blessure intime. Elle n'est pas dépeinte comme une ennemie de Catherine. Elle est montrée comme une femme qui comprend la logique de la succession, mais qui souffre de la manière dont cette succession est mise en scène. Cette nuance est fondamentale. Camilla ne conteste pas nécessairement le destin de Catherine. Elle conteste le langage, le calendrier, la brutalité symbolique d'une annonce qui pourrait donner l'impression que son propre service est déjà relégué au passé. Pour une reine consort ayant traversé des décennies de jugement public, cette perception est douloureuse. Être acceptée a été, pour elle, un long combat. Voir l'attention se déplacer vers une autre femme au moment même où elle sert encore auprès du roi, ravive une question intime. Que reste-t-il de votre loyauté lorsque l'avenir commence à vous remplacer? Charles, dans cette configuration, occupe la position la plus solitaire. Il est à la fois mari, père, souverain et gardien de l'institution. Chacun de ces rôles exige une réponse différente. Le mari voudrait protéger Camilla de l'humiliation. Le père veut préparer William. Le souverain doit garantir la continuité. Le gardien de l'institution sait que l'incertitude est dangereuse. Cette superposition des responsabilités explique la dureté apparente de sa décision. Le récit prête à Charles une idée forte. La gratitude envers le passé ne doit pas devenir une peur de l'avenir. Cette phrase résume tout le conflit. Une monarchie ne peut survivre si elle reste prisonnière des susceptibilités internes. Mais elle ne peut pas non plus survivre si elle traite les personnes comme de simples instruments de communication. L'équilibre est donc extrêmement fragile. Charles choisit l'avenir, mais il sait que ce choix coûte quelque chose à son présent. La discussion privée entre Charles et Camilla marque l'un des moments les plus politiques du texte. Camilla aurait compris que l'annonce ne se limitait pas à une phrase. Elle ouvrait la voie à une redistribution progressive des responsabilités. Nouvelle structure de maison, briefing direct, événements partagés, rôle accru de William et Catherine dans la planification à long terme. Autrement dit, la couronne commençait déjà à organiser l'après-Charles alors que Charles régnait encore. Dans une monarchie, ce type de transition doit rester presque invisible. Trop de visibilité crée le sentiment d'un double pouvoir. Trop peu de visibilité crée le risque d'une succession mal préparée. Charles aurait donc choisi une voie intermédiaire. Rendre Catherine plus présente, mais sans retirer officiellement quoi que ce soit à Camilla. Sur le papier, cela paraît raisonnable. Dans la réalité émotionnelle, c'est beaucoup plus compliqué. Le moment le plus apaisant du récit survient lorsque Catherine et Camilla se rencontrent seules. Cette scène est moins une confrontation qu'une reconnaissance mutuelle. Catherine dit, en substance, qu'elle n'a pas demandé que son avenir soit présenté comme si le présent de Camilla était déjà terminé. Camilla répond qu'elle la croit, mais que cela ne supprime pas la douleur. Ce dialogue est important parce qu'il brise la logique médiatique de rivalité. Les récits royaux aiment opposer les femmes.
L'ancienne contre la nouvelle, la reine actuelle contre la future reine, la figure controversée contre la figure populaire. Ici, l'analyse montre quelque chose de plus subtil. Camilla et Catherine ne sont pas nécessairement rivales. Elles sont deux femmes prises dans une institution qui transforme les transitions naturelles en comparaison publique. L'une a souffert pour obtenir sa place. L'autre souffre en voyant la sienne arriver trop vite. Camilla offre alors à Catherine une forme d'avertissement. La monarchie récompense la maîtrise de soi, mais elle oublie parfois la souffrance nécessaire pour maintenir cette maîtrise. Cette phrase pourrait être la clé psychologique du chapitre. Elle suggère que Camilla, loin de vouloir empêcher Catherine d'avancer, comprend mieux que quiconque ce que ce chemin peut exiger. Son amertume devient alors presque une protection. Elle ne dit pas « ne deviens pas reine », elle dit « sache ce que cela te prendra ». Catherine, en retour, propose un geste de réparation symbolique. Apparaître aux côtés de Camilla, non devant elle, non derrière elle, mais avec elle. Dans une monarchie où chaque position physique peut devenir un message, cette proposition a une valeur politique. Marcher côte à côte, c'est signifier que la succession n'est pas une humiliation. C'est montrer que la continuité peut se faire sans effacement. L'image des deux femmes entrant ensemble à une réception diplomatique devient alors le véritable aboutissement du récit. Charles avait prononcé une déclaration. Mais ce sont Catherine et Camilla qui en donnent la forme acceptable. Le roi pouvait organiser la transition. Elle seule pouvait empêcher qu'elle soit perçue comme une guerre. Ce détail est essentiel. Dans les monarchies, les femmes de la famille royale portent souvent une part considérable de la stabilité émotionnelle de l'institution, même lorsqu'elles n'exercent pas l'autorité souveraine. La réaction publique décrite dans le texte confirme l'importance de cette image. Une partie du public voit en Catherine la promesse d'une monarchie plus stable, plus lisible, plus capable de traverser les prochaines décennies. D'autres y voient une opération de communication soigneusement construite. Les deux lectures peuvent coexister. La monarchie est toujours à la fois institution et théâtre. Elle doit être sincère, mais elle doit aussi savoir produire des images qui rassurent. C'est pourquoi le récit insiste sur la notion de confiance. Catherine n'est pas seulement attendue parce qu'elle sera l'épouse de William. Elle est attendue parce qu'elle semble avoir bâti, au fil des années, un capital moral. Sa constance, son contrôle, sa prudence médiatique et sa capacité à représenter la famille sans excès deviennent des arguments de légitimité. Mais cette confiance peut devenir dangereuse si elle se transforme en exigence d'infaillibilité. La conclusion du récit donne à Catherine une réponse qui n'est ni triomphale ni soumise. Elle accepte la préparation, mais elle pose des limites morales. Le service sans compassion deviendrait une performance. Le devoir sans famille deviendrait du vide. L'autorité sans humilité détruirait la confiance qui la rend possible. Cette triple formule donne au texte sa profondeur. Catherine ne veut pas seulement devenir reine, elle veut préserver la raison pour laquelle elle pourrait être une bonne reine. William, dans cette dernière partie, apparaît comme le partenaire essentiel de cet équilibre. Il sait que le trône isole. Il sait que l'institution peut transformer le couple royal en façade. Sa promesse de ne pas laisser Catherine porter seule le fardeau est donc plus qu'un geste conjugal. C'est une vision du futur règne. William et Catherine ne seraient pas seulement un roi et une reine placés côte à côte par le protocole. Ils seraient deux partenaires conscients
que la stabilité publique dépend aussi de la solidité privée. Charles, quant à lui, sécurise son héritage. Son annonce ne serait pas un abandon de son autorité, ni un rejet de Camilla, mais une tentative de préparer la monarchie avant que l'urgence ne l'impose. La véritable question n'est donc pas de savoir s'il a blessé ou non. Dans ce récit, il a blessé parce que toute transition blesse. La question est de savoir s'il a choisi le bon moment pour éviter une blessure plus grande plus tard. Camilla protège également son propre héritage en acceptant finalement de ne pas transformer la succession en rivalité. Ce point est crucial. Si elle s'était opposée frontalement à Catherine, elle aurait risqué de rejouer une partie de l'histoire publique qui l'a longtemps fragilisée. En reconnaissant la future reine sans renoncer à sa propre dignité, elle conserve une place dans le récit, non celle d'une femme écartée, mais celle d'une reine consort qui accepte que servir la couronne signifie aussi préparer le moment où d'autres la porteront. Au terme de cette analyse, l'annonce supposée de Charles apparaît moins comme une phrase isolée que comme un révélateur. Elle révèle la fragilité du présent, l'impatience de l'avenir, la douleur de Camilla, l'inquiétude de William, la responsabilité de Catherine et la solitude de Charles. Elle montre que la monarchie britannique, derrière ses uniformes, ses dorures et ses rituels, reste une institution profondément humaine, donc vulnérable. La grande leçon du récit est peut-être celle-ci. La continuité monarchique ne se décrète pas seulement. Elle se négocie dans les regards, les silences, les conversations privées, les gestes de respect et les compromis invisibles. Catherine pourra un jour porter le titre de reine, mais son véritable défi commence avant la couronne. Il commence au moment où elle comprend que l'avenir qu'on lui promet n'est pas une récompense, mais une responsabilité. Et si cette histoire fascine autant, c'est parce qu'elle dépasse la famille royale. Elle parle de transmission, de peur d'être remplacée, de devoir accepter l'avenir sans renier le passé. Elle parle de ces instants où une institution cherche à survivre en demandant à des êtres humains de devenir des symboles. Dans ce récit, Catherine ne triomphe pas. Camilla ne disparaît pas. Charles ne renonce pas. William ne se contente pas d'attendre. Tous comprennent, chacun à sa manière, que la couronne ne se transmet pas seulement par le sang ou par la loi. Elle se transmet par la confiance. Et c'est cette confiance, plus que n'importe quel titre, que Catherine devra désormais porter. Et c'est peut-être là que se trouve le véritable sens de cette histoire. Derrière les titres, les palais et les cérémonies, la monarchie reste avant tout une affaire de confiance, de transmission et de courage humain. Catherine devra désormais avancer sous le regard d'un pays entier. Camilla devra préserver sa dignité dans un rôle que l'avenir dépasse peu à peu. William devra protéger sa famille tout en se préparant à régner. Et Charles devra accepter que son héritage se construise aussi dans les mains de ceux qui viendront après lui. Mais une question demeure. Catherine sera-t-elle réellement prête lorsque viendra le moment de porter cette responsabilité historique? La monarchie britannique saura-t-elle transformer cette transition en force ou les tensions silencieuses du palais finiront-elles par refaire surface? Si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, révélations et analyses sur la famille royale britannique et les grandes figures qui façonnent l'histoire. Activez également la cloche de notification afin d'être averti dès la publication de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à décrypter
avec profondeur et précision, les coulisses du pouvoir, les non-dits du palais et les destins humains cachés derrière les couronnes. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez de cette annonce. Charles a-t-il eu raison de préparer publiquement l'avenir de Catherine, ou ce geste risque-t-il de fragiliser davantage l'équilibre déjà sensible entre elle et Camilla? Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle analyse.